Bienvenue sur CRTV News et sur Ces livres qui chantent. Le 29 novembre 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso, Emmanuel Macron prononce un discours de rupture sur la relation France-Afrique. Allocution enveloppée de mots qui montrent que le président français ouvre une nouvelle page qui, elle, sonne le glas de l'ancien monde, la France-Afrique, et dessine les voies du futur, un futur mutuellement bénéfique. Seulement voilà, cet appel à des temps nouveaux n'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy et François Hollande, ses prédécesseurs, se sont montrés dans leur temps déterminés par les mots à passer à autre chose. Mais entre le dire et le faire, l'écart est resté bien grand. Cette rupture en pensée va-t-elle se concrétiser en action? Emmanuel Macron réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué? Pourra-t-il détricoter la France-Afrique au point de faire tandem de manière tout à fait fructueuse entre les deux partenaires? Le continent africain s'est-il lui-même suffisamment débarrassé du voile de la victime consentante? Ces questions sont inspirées de la lecture du nouvel ouvrage du docteur Emmanuel Wonyou, ouvrage intitulé « Macron, l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités ». Il a juste avant cela écrit un autre ouvrage baptisé du titre « L'afro-pessimisme, un alibi français, essai bibliographique sur l'Afrique et son développement depuis la fin des années 1950 ». Emmanuel Wonyou, bienvenue à cette émission. Merci, M. Serge Prout. Alors c'est un plaisir de vous recevoir ici à l'IRIC dans votre bureau. On doit préciser en quatrième de couverture du nouvel ouvrage quelques éléments sur pratiquement votre biographie, mais surtout les positions que vous occupez. Vous êtes universitaire, vous êtes enseignant permanent de politique internationale et de relations internationales à l'IRIC, l'Institut de relations internationales du Cameroun. Et vous êtes spécialiste des questions de coopération, de développement, d'intégration et d'émergence. Alors première question, est-ce que c'est vos charges ici universitaires qui vous ont poussé à écrire? Est-ce que c'est l'institution lyrique qui a passé commande ou est-ce que c'est une curiosité d'intellectuel? Non, c'est le prolongement de mes activités académiques. Bien qu'ayant fait près de 20 ans d'une carrière administrative à un très haut niveau, j'ai continué à donner mes cours. Et les cours que je donne et que vous venez de signaler là, ces travaux, ces ouvrages sont dans la continuité de mes réflexions sur ces questions-là, ces questions de coopération, ces questions d'afro-pessimisme, ces questions de développement de l'Afrique, parce que c'est principalement les questions que j'enseigne ici, ces questions de coopération, d'intégration, d'émergence, vous l'avez dit. Et non, j'avais en idée, je me suis rendu compte en fait pour le premier ouvrage que beaucoup de causes étaient données du retard de l'Afrique, les questions de sous-développement, de dépendance, les questions de corruption, et on oubliait la question qui me semble fondamentale, qui est celle de l'afro-pessimisme, c'est-à-dire cette perception négative que les partenaires internationaux ont de l'Afrique, ces partenaires ne voient l'Afrique en termes de manque, d'absence. Et toutes les médications qui sont apportées à l'Afrique ne portent que comme des solutions pour résoudre un problème ponctuel. Alors que l'Afrique, c'est plus complexe que cela. Donc, j'ai voulu réfléchir sur l'afro-pessimisme et voir comment il a impacté sur le développement de l'Afrique les 50 dernières années et comment on est passé de cette vision afro-pessimisme vers l'afro-optimisme et bientôt on parle d'afro-renaissance. Alors, on va revenir sur ça dans la seconde partie de cet entretien, mais faisons un zoom tout de suite sur l'ouvrage qui est en train d'arriver au Cameroun, Macron l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines. Pourquoi ce titre, Macron l'Africain, qui sonne comme Moïse l'Africain? Oui, en fait, Macron l'Africain, c'est parce que la France, l'Afrique fait partie intégrante de la politique étrangère de la France. Depuis De Gaulle, depuis le président De Gaulle, tous les chefs d'État français en Afrique, ce qui fait nous l'avons appris dans nos études, ce qui fait de la France une puissance moyenne, disons-le ainsi, une grande puissance si vous voulez, c'est aussi son activité en Afrique, sa présence en Afrique. Donc, chaque président africain a un discours africain, une façon de faire avec l'Afrique qu'il veut imposer. Donc, en parlant de Macron l'Africain, je voulais anticiper sur le fait que bien que le président Macron ait annoncé à Ouagadougou qu'il allait rompre avec les anciennes pratiques, j'ai bien peur
qu'à l'instar de ses prédécesseurs, qu'il soit aussi rattrapé par cette complexité africaine qui fait que tous les chefs d'État africains finissent par porter le masque africain. Et tous les chefs d'État français, vous voulez dire? Oui, tous les chefs d'État français finissent par porter le masque africain parce que l'Afrique est beaucoup plus complexe qu'ils n'y pensent. Alors, vous structurez cet ouvrage-là en trois parties qui sont formulées sous la forme de questions. Le discours d'Emmanuel Macron est-il novateur, fondateur ou décomplexé? On va peut-être vous suivre dans cette voie-là, et en commençant par la rupture sous le prisme de l'innovation. Alors, c'est une interrogation et le chercheur que vous êtes essaie d'élaborer. Est-ce qu'il y a des éléments d'innovation? Essayons de voir un peu qu'est-ce qui est nouveau. Oui, ce qui est nouveau, ce n'est pas le discours sur la rupture, puisque que ce soit le président Mitterrand, puisque Mitterrand est arrivé au pouvoir après une longue période de la droite française au pouvoir en France. Et en 1981, on parlait vraiment de rupture. On pensait que la gauche au pouvoir en France allait changer complètement la donne. On a vu la France vivre 2 ou 3 cohabitations entre un président de gauche, un président de droite et un premier ministre de droite et vice-versa. Et les fondamentaux sont restés les mêmes. Donc, le président Sarkozy a parlé de rupture avec beaucoup de force à Dakar, dans son discours de Dakar, et bien avant, et dans son approche de l'Afrique avant d'être président de la République. Le président Hollande a parlé de rupture. Donc, je voulais en fait interroger ce discours de rupture de plus du président Macron, mais en essayant de montrer les pesanteurs qui pourraient empêcher cette rupture de s'opérer. Oui, mais avant les pesanteurs, il y a quand même des éléments nouveaux. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la fabrique du discours, comme je l'ai dit, c'est la fabrique du discours, c'est la façon dont le président Macron a abordé ce discours sur l'Afrique. D'abord, il a choisi un lieu symbolique, Ouagadougou, qui n'est pas un fait du hasard. Il a choisi de parler devant la jeunesse africaine, c'était aussi assez ciblé, assez cadré. Il a tenu à faire un discours sans tabou et sans filtre, disait-il lui-même. C'est-à-dire qu'en rencontrant les jeunes qui lui posent des questions, toutes sortes de questions, il n'y avait pas de questions taboues dans un amphi à Ouagadougou. C'était assez novateur. Et même la façon de fabriquer le discours, il ne s'est pas appuyé sur les officines, il ne s'est pas appuyé sur les africanistes français qui lui en ont d'ailleurs voulu. Il a voulu chercher d'autres endroits, d'autres think tanks, d'autres experts, d'autres laboratoires d'idées qui ont une autre façon de voir l'Afrique, pour donner une dimension nouvelle et peut-être donner une chance cette fois-ci à ce que la rupture ait vraiment lieu. Alors le contenu justement de ce qu'il propose, de ce New Deal, il est fait de quoi? Il est fait d'un discours adressé à la jeunesse. Bon, je me suis aussi interrogé sur le fait qu'il parle de quelle jeunesse. Est-ce la jeunesse? Parce que moi je pense qu'il n'y a pas de jeunesse africaine comme un bloc. Il y a des jeunesses. La jeunesse qui se bat, Avenue Kennedy par exemple, pour le cas de Cameroun où nous sommes, n'a rien à voir avec la jeunesse qui fait les grandes écoles comme ceux qui sont ici. Mais il est quand même devant la jeunesse qui, elle, utilise beaucoup plus... oui, qui est ouverte au monde. Il était face à la jeunesse voilà, estudiantine, la jeunesse qui espère, celle qui peut construire l'Afrique de demain. Donc, je pense que de ce point de vue, il s'adresse à la jeunesse, il trace de nouvelles avenues. Il trace de nouvelles avenues, il ouvre de nouveaux chantiers, il pense que l'Afrique ne se développe pas seulement par l'économie. C'est vrai qu'il appelle aux hommes d'affaires français pour qu'ils viennent investir encore plus. Il reconnaît toutes les fautes du passé sans y revenir. Il veut pousser la jeunesse africaine à regarder plus vers l'avant et ne pas trop s'ancrer dans sa posture victimaire, c'est-à-dire que de continuer à voir l'Afrique comme étant toujours condamnée, détruite, trahie par les partenaires internationaux. Donc il appelle il dit lui-même d'ailleurs qu'il est de cette génération qui a vibré lorsque Mandela est arrivé au pouvoir. Il se reconnaît dans cette génération. Rappelons que le président Macron a 40 ans aujourd'hui. Donc il parlait vraiment, il était en phase avec cette jeunesse-là et appelait il a même fait un discours d'amour, un appel d'amour. Nous connaissons. Nous apprécions, nous ne sommes pas la génération de la colonisation. Voilà, on connaît tout ça, on en tient compte, mais ne mettons pas ça au centre de tout. Pensons à demain. Pensons à demain, construisons demain ensemble, puisque le mot ensemble est venu plusieurs fois. Il a besoin de montrer qu'il n'est plus le discours. En fait, il a essayé de changer le discours paternaliste qui veut que les choses soient dictées de l'extérieur. Là, quand je parlais des nouvelles avenues, je pensais... à la culture, au sport. Non, d'abord la question de la migration. Oui, tout à fait. Celle de la traite des êtres humains, la culture, le sport. Oui. Et parlant de culture, il y a justement la question de la mémoire. Oui. La restitution. Il a promis de restituer les œuvres d'art africaines
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un président qui fonctionne comme un manager. Il regarde l'Afrique comme le manager qu'il fut. Vous savez, nos professeurs qui nous ont enseigné ces questions de coopération nous expliquaient toujours qu'un homme d'État est toujours influencé par sa formation de base. Et je crois que le président Macron et son parcours, je veux dire son parcours professionnel, c'est un banquier, il y a aussi un côté poète et philosophe. Donc, il voit l'Afrique, il veut la manager comme une entreprise, il a besoin du résultat, la preuve. Lorsqu'il annonce ces questions de culture, de restitution, au lendemain de son discours de Ouagadougou, il a restitué les premières œuvres d'art. Un pays comme le Sénégal, un pays comme le Bénin. Et d'ailleurs, il a ouvert une commission dirigée par un Africain et une Française, pour essayer de recenser, de répertorier ces œuvres d'art. Où sont-elles? Comment peut-on les restituer? À quelle échéance? Que faut-il? Et un rapport lui a été rendu. Ce qui est assez intéressant, c'est la dimension comptable. Il a besoin qu'on le juge sur les faits, que ce qu'il a dit corresponde à ce qu'il pourra faire le temps venu. Alors, permettez que je lise un extrait de votre conclusion qui montre un peu votre position, qui n'est pas tranchée. Vous dites, en définitive, le volontarisme qu'il affiche pour construire et asseoir les autres paris de son action en France ou à l'étranger laisse penser que la nouvelle diplomatie de la France en Afrique, s'il continue de la piloter lui-même, a de fortes chances de faire réussir son pari africain et de faire entrer l'Afrique dans une nouvelle dimension, sous réserve que les autres partenaires en haut développement l'accompagnent et que les Africains, en particulier la jeunesse africaine, s'impliquent eux aussi en faisant entendre leur voix. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il y a une malédiction des bonnes intentions qui ne s'accomplissent pas, qu'il y a une fenêtre ici d'espoir dans ce changement, de ce New Deal? Je dois dire que même si je choisis volontairement le titre Macron l'Africain, je reste un universitaire et j'aborde ces questions de manière scientifique, c'est-à-dire que je pose un regard critique sur la politique africaine de la France. Quand je parle des complexités, c'est de ça que je parle. Et j'essaie de mettre en perspective ce qui pourrait se passer. Et parlant de ce que vous venez de dire, je me dis finalement que le président Macron a eu une approche particulière qu'il a amenée au pouvoir. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Tout le monde est étonné de voir qu'il a vraiment cet esprit de dégagisme qui a poussé à changer à mettre à la retraite toute une classe politique en France. Et j'ai l'impression qu'il a envie de mettre aussi cet esprit de dégagisme ou alors de changement dans tout ce qu'il aborde comme question. Il veut rebattre les cartes. Il veut rebattre les cartes dans tout le domaine qu'il aborde. Suffit-il d'avoir une approche nouvelle pour forcément réussir? C'est pour cela que j'interroge cela et vous verrez bien que dans mon ouvrage, je ne suis pas... Vous n'êtes pas militant? Je ne suis pas militant, j'essaie de montrer que l'Afrique d'abord, il parle à une Afrique qui n'est plus très sensible à ses discours. Donc il parle, on le regarde, on jugera sur pièce. La seule chance que je donne peut-être à la fin de mon ouvrage, c'est de dire que bon, il est à 2-3 ans de son mandat, il lui reste beaucoup d'années, il pourrait briguer un second mandat. S'il continue sur cette lancée de dire ce qu'il fait et de faire ce qu'il dit, il peut être peut-être celui qui accompagnera l'Afrique dans le changement que ce continent est en train d'opérer lui-même et que le monde entier voit. Parce qu'on parle aujourd'hui du temps de l'Afrique. Je crois qu'il nous accompagnera dans ce temps, mais il ne sera plus seul comme il a été sous le temps. Parce qu'il y a de nouveaux partenaires. Oui, sous le temps du précaré. Il ne sera plus seul. Il y a de nouveaux partenaires, c'est aussi ça, le contexte qui oblige à passer à autre chose. Voilà, il y a de nouveaux partenaires qui l'obligent à avoir ce discours. Parce que ce discours, c'était carrément un appel d'amour. En fait, c'était une façon de dire, je suis là avec vous depuis longtemps, vous me connaissez. Vaut mieux un vieil amant qu'on connaît que les nouveaux amants qu'on ne connaît pas. C'est une formule, en fait, c'est un peu cela qu'il essayait de dire à Ouagadougou. Sauf qu'il parle à une jeunesse africaine qui regarde ailleurs, qui regarde vers d'autres horizons, qui est courtisée. L'Afrique redevient courtisée. L'Afrique, ça fait très longtemps que certains d'entre nous qui sommes experts de ces questions
expliquions que c'est plus la France qui a besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de la France. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la France vient nous demander de ne pas oublier quand même tout ce passé commun. Oui, il y a un passé commun, mais certainement la France ne sera plus, comme elle a été sous le temps de la guerre froide, le seul partenaire de l'Afrique. Elle sera un des partenaires, peut-être un partenaire privilégié, si elle change aussi sa façon de faire, si au-delà du discours, il y a des actes concrets. Mais d'autres partenaires frappent à la porte de l'Afrique, et l'Afrique est aujourd'hui un continent courtisé, un continent que tout le monde regarde, qu'on dit prometteur pour ce 21e siècle, et l'Afrique veut donner la chance à ses habitants de sortir vers d'autres horizons. Vous semblez là gratter le vernis de ce discours, et puis retrouver, c'est à vous de nous le dire, ceux qui pensent qu'il s'agit d'un changement cosmétique, que le loup ici, le loup ou le berger conduit la brebis dans les verts pâturages le matin pour les conduire à l'abattoir le soir. C'est une métaphore pour dire que là on change de stratégie, mais les enjeux restent. Oui, je ne veux pas dire, comme on le dit souvent sur ces questions franco-africaines, que tout change pour que rien ne change. En fait, tout bouge, mais rien ne change. Je ne peux pas le dire pour ce qui concerne le président Macron. Parce qu'on ne sait jamais. Je suis allé en profondeur. J'ai pris comme prétexte le discours pour analyser un peu la politique africaine de la France. Ce qui m'a marqué dans son discours, c'est que lorsqu'il a dit qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Et ça, c'était quand même un mot fort. Donc je suis allé interroger, est-ce qu'il n'y a pas? De quoi parle-t-il quand il parle de politique africaine de la France? Parle-t-il de la France-Afrique? Parle-t-il des intérêts français en Afrique? Parle-t-il des pratiques qui ne sont pas appréciées par les Africains? Vous connaissez toutes ces affaires de la République des Mallettes. C'est le titre d'un ouvrage qui explique tout ce qui s'est passé en Afrique ces dernières années. Et c'est de ça qu'il parle. Dans ce cas, oui, il rencontre l'assentiment de beaucoup d'Africains qui veulent tourner la page avec cette façon de faire. L'Afrique souhaite que la France se comporte avec ce continent comme un partenaire normal, comme elle se comporterait avec l'Asie, comme elle se comporterait avec les pays du Moyen-Orient. Qu'il n'y ait plus cette approche paternaliste et de précaré qui a souvent existé. Donc je crois qu'en cela, le président Macron l'a compris. Et je dis que toute la fabrique de son discours, j'explique beaucoup comment il a fabriqué ce discours, comment il s'est appuyé, même sa façon de faire. Je pense qu'il a une chance de montrer autre chose, sauf que il ne connaît pas encore assez l'Afrique, il ne connaît pas très bien l'Afrique. Et pour l'instant, il est occupé par d'autres questions internationales et même françaises, comme l'affaire de Gilets jaunes. Je crois que le moment il a le temps pour s'occuper effectivement de l'Afrique et voir s'il sera l'homme qui enfin fera la rupture pour que et la France et l'Afrique regardent vers de nouveaux horizons. Alors, la question centrale que vous posez et que vous opposez à ces bonnes intentions, c'est celle des complexités africaines. Autrement dit, en changeant, en tournant la page, il ne semble pas solder les comptes de l'histoire. Oui, il nous entraîne très vite vers le futur. Mais peut-on voir le futur sans regarder le passé? On le dit souvent, et on le répète à nos étudiants ici, que ceux qui ne se souviennent pas sont condamnés à se répéter. Il faut que l'on se souvienne de d'où on vient dans cette relation France-Afrique. Il faut que la jeune génération de nos hommes politiques et même de nos étudiants, dont on se rend compte qu'ils ont besoin de comprendre très bien ce qu'est la France en Afrique. Donc c'est pour ça que ces ouvrages-là, je les écris. J'ai une série d'ouvrages comme ça que je vais pouvoir publier. C'est tout ce que j'ai. C'est depuis ma thèse que j'ai faite il y a une vingtaine d'années que je suis en train de ressortir un certain nombre d'éléments parce que j'ai travaillé sur ces questions. Je me rends compte qu'on ne connaît pas, on ne mesure pas encore assez à quel niveau nous sommes avec la France. Il est important que l'on sache que ce partenaire est un partenaire stratégique, certes, mais c'est un partenaire qui a aussi besoin d'être décolonisé, pour reprendre l'expression du professeur Charlie Gabriel-Mbok du Cameroun. C'est important que le partenaire aussi décolonise sa façon de voir l'Afrique. Alors, est-ce que le président français Emmanuel Macron a des yeux encore bien jeunes pour ne pas bien comprendre le caractère opaque de cette France-Afrique, ce territoire où le dompteur et la proie se tiennent? Oui, on peut le dire. Ceux qui le disent l'affirment. Un journal comme Jeune Afrique a essayé de démontrer cela en disant que le président Macron connaît très peu l'Afrique. Le seul souvenir qu'il avait de l'Afrique en arrivant au pouvoir, c'est le stage qu'il a fait de quelques mois à l'ambassade de France au Nigeria. Donc c'était pour... Mais ce n'est pas suffisant pour connaître l'Afrique peut-être, mais ça peut être aussi suffisant. Ce qu'il veut, c'est peut-être approcher l'Afrique différemment.
Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les pesanteurs, parce que il sait quand même, vous savez, ce qui est le plus difficile à changer, même dans les pratiques politiques, c'est les mentalités, c'est la façon de faire. Si C'est quoi ces pesanteurs? La France-Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique. Bon, globalement, pour le dire simplement... C'est ces liens incestueux qui existent entre la France et l'Afrique, où la frontière entre le privé et le public n'est pas assez étanche. C'est la part vicieuse... C'est la part d'ombre de la politique française en Afrique. La France-Afrique, c'est la part d'ombre. C'est celle qui est faite de barbouzes, faite de mallettes, faite de ceci et de cela, faite d'un discours à double tiroir, où ce qu'on dit, ce n'est pas ce que l'on fait, etc. Mais c'est ces façons de faire que la jeune génération d'Africains aujourd'hui n'accepte plus. Et même la jeune génération de chefs d'État, et même les anciens chefs d'État aussi ont compris très bien les limites de cette approche. En fait, l'idée c'est de montrer que le chef d'État français pourrait être celui qui aura bien senti cela, parce que le discours du président Sarkozy à Dakar avait choqué un peu les Africains. Celui du président Macron à Ouagadougou n'a pas beaucoup choqué. C'est un discours d'espoir, c'est un discours d'espérance, mais on se dit, est-ce qu'il a bien mesuré l'impact? Donc les pesanteurs, c'est ça. Les pesanteurs, c'est les intérêts français en Afrique. Les intérêts français ne sont plus seulement publics, ils sont aussi privés. Que va-t-on faire des grands groupes français qui interviennent en Afrique sans tenir compte souvent de la politique française en Afrique? Il y a 5 monsieur Afrique, on les appelle 5 monsieur Afrique. Donc, il faudra que le président français combine et le public et le privé, et qui mesure la part des intérêts français en Afrique, qui font que ce pays, par exemple, particulièrement la France, par rapport aux autres pays européens, a beaucoup misé sur l'Afrique pour être la puissance qu'elle est aujourd'hui. Si elle se débarrassait de l'Afrique, est-ce qu'elle pourrait s'en sortir pour être toujours une grande puissance européenne et internationale? C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et vu d'Afrique aussi, de nos responsabilités à nous, est-ce qu'on est toujours prêt à accepter qu'on revoie cette logique du siphon? Est-ce que ceux à qui ça profitait sont prêts à accepter le nouveau départ, la nouvelle aventure? On entend beaucoup, puisque le précaré semble-t-il fini, on entend beaucoup les chefs d'État, puisque la France même regarde l'Afrique aujourd'hui globalement. Nous parlons de l'Afrique utile. Il y aurait une Afrique qui serait utile, celle qui a des matières premières stratégiques et lourdes. La France voit maintenant l'Afrique de manière globale. Ce n'est plus seulement l'Afrique francophone qu'elle voit. Donc, effectivement, il y a des nouveaux chefs d'État africains aujourd'hui qui ont un discours de rupture par rapport au comportement de la France. Je pense au président ghanéen. Juste après le discours de Ouagadougou, le président français est allé au Ghana, je l'explique dans mon livre. Il a tenu un discours différent. On ne parle pas aux francophones comme on parlerait aux anglophones. Et on entend beaucoup le président rwandais aujourd'hui expliquer à la Une de Jeune Afrique il y a quelques semaines, il avait dit que l'Afrique n'a plus besoin de babysitter. Macron, l'Africain, le discours de Ouagadougou face aux complexités africaines, ce sont les dernières, il n'y a pas un troisième élément, un troisième jumeau? Oui, j'ai travaillé sur les premiers éléments, j'ai travaillé sur la pensée. Le deuxième élément, deuxième séquence, j'ai travaillé sur les discours. Parce qu'au fond, c'est une réflexion sur ce que vaut un discours. Que valent les discours aujourd'hui dans un continent qui est un continent de l'oralité? La troisième séquence, nous avons besoin des grands hommes. Parce que si les jeunes Africains n'ont pas de modèle, comment pourraient-ils se projeter sur le monde? Donc j'ai décidé de commencer une collection de personnalités qui, de mon point de vue, méritent d'être connues par les Africains, qui ont marqué l'Afrique. L'une des premières personnalités que je ne vais pas donner son nom, mais l'ouvrage est presque prêt, d'ici le mois d'août, il sera sorti. Et vous verrez ce que c'est. J'ai associé aussi une démarche originale des étudiants, doctorants et tout. J'ai choisi volontairement des jeunes pour leur montrer, pour leur dire, parce que c'est trop facile de critiquer les anciens. Il faut que ces jeunes travaillent sur les anciens et voient comment ces anciens, face à la réalité du monde tel qu'il est, ont essayé de marquer, de laisser leur trace dans l'histoire. Donc nous allons citer une dizaine de personnalités importantes, Kofi Annan, Eden Kodjo, n'importe qui, tous ces gens-là. Et ce sont des gens que, et la première personne, on a terminé, une douzaine de jeunes ont travaillé avec moi, moi je suis un peu le coach, pour leur montrer qu'on a besoin de ces modèles. Avec leurs forces et leurs faiblesses et le contexte dans lequel ils ont évolué, ça permettra quand même que les jeunes soient plus indulgents avec les pères de l'indépendance, avec ceux qui nous ont suivis, avec ceux qui sont en capacité de gouverner. La chance que j'ai, c'est que je suis universitaire, mais j'ai été aussi pendant près de 20 ans au cœur de la gouvernance. Donc je peux regarder les deux côtés et voir que ce n'est pas facile de dire qu'il n'y a qu'à et aller faire. C'est trop compliqué, c'est plus complexe qu'on ne le pense. La dernière question, c'est juste sur le mot littérature. Si je vous dis littérature, qu'est-ce que vous faites de vos ratures? Vous les jetez à la poubelle ou est-ce que vous les gardez quelque part? Tout ce que j'ai écrit
depuis plus de 20 ans est archivé. Je suis un grand archiviste. J'ai écrit dans les journaux, j'ai écrit dans les journaux internationaux, j'ai dirigé une revue en France. Donc tout ce que j'ai écrit, je suis en train à ce moment de ranger mes documents et j'ai retrouvé tous mes articles. Depuis les premiers que j'écrivais au collège en première, j'ai toujours aimé écrire. Donc tout ça est gardé. Donc c'est pour vous dire que je ne garde rien. Et pour les livres que j'ai écrits, oui, les brouillons sont là. Le brouillon, j'ai d'abord écrit à la main, avant de taper, etc. J'écris un peu de manière artisanale, à la manière du XXe siècle, mais c'est peut-être comme ça que je le perds vite. Mais tous mes brouillons sont gardés. Tout ce que j'ai écrit, même dans le noir, puisque j'ai été aussi nègre pour certaines personnes, même ce que j'ai écrit pour des personnes, j'ai gardé les documents de base. Un jour peut-être. Quand vous écrivez, il y a quelle est la musique qui s'élève là? C'est le jazz, c'est le blues, c'est Makossa? Vous avez vu, ouais, j'aime la bonne musique. Donc oui, il y a toujours la musique, partout où je suis. Ici, il y a la musique, j'écoute la salsa, le jazz. Quand vous écrivez Macron l'Africain, vous avez utilisé... Quelle est la musique qui vous a accompagné? Oh, les grandes musiques africaines, le jazz, le gospel. Le jazz, le gospel, les grandes musiques africaines, le classique. Et de la bonne musique camerounaise. Je suis sensible à la beauté. Donc la bonne musique camerounaise, Francis Bébé. Et ça vous apporte quoi? Ça apporte quoi à l'écrivain? Un apaisement. Un apaisement, je peux me lever, aller prendre un livre pour faire une citation exacte. Ça apaise. Et souvent, ces deux ouvrages, je suis heureux que vous veniez faire l'interview ici. Ces deux ouvrages ont été écrits dans ce bureau. Lorsque je suis parti de mon poste, le dernier il y a près de 10 mois, je me suis mis à écrire. En 10 mois, j'ai produit ces deux ouvrages. Et le troisième qui va sortir. Au lieu de me déprimer, je me suis dit, je retourne à ce que je sais faire, écrire. Je suis rentré en France il y a 20 ans, au Cameroun il y a 20 ans, je n'ai ramené que des ouvrages. Donc il est important que je puisse utiliser tout ce savoir que j'ai acquis. Et je suis comme ça en train d'écrire un certain nombre de choses sur les questions internationales. Je n'écrirai pas sur le Cameroun, je n'écris que sur les questions internationales qui m'intéressent. Et je continue Et tous mes ouvrages sont dédiés à la jeunesse africaine. Je considère que c'est important. Emmanuel Wagnou, merci de penser, de partager votre pensée. C'était Selif qui chante. À plus.